Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi la République démocratique du Congo ne se développe pas? Je suis un peu curieux de savoir si vous, en tant que Congolais, vous vous êtes déjà posé cette question. Pourquoi la République démocratique du Congo ne se développe pas? Quelle est votre analyse de ce problème? Est-ce que c'est une réponse? Vous avez sûrement une réponse à cette question. Est-ce que c'est plusieurs choses qui freinent ou bien qui empêchent le développement de la République démocratique du Congo? Dans votre analyse, pourquoi la République démocratique du Congo ne se développe pas? Et qu'est-ce qu'il faut pour développer la République démocratique du Congo? On va parler de ça dans cette émission, l'émission d'aujourd'hui. On va un peu explorer, on va un peu essayer d'analyser et de raisonner pourquoi ce pays ne se développe pas. Et je vais un peu essayer d'analyser de ma manière à moi. Je vais donner mon propre input, mon propre feedback. Donc, si vous êtes intéressé, restez branchés. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue encore sur Son of Congo. Comme je disais, aujourd'hui, on va parler de la République démocratique du Congo et on va essayer de comprendre pourquoi la République démocratique du Congo ne se développe pas. Parce que notre pays, on a eu notre indépendance depuis 1960. Et comment se fait-il, comment expliquer que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, notre pays ne se développe toujours pas? Est-ce que c'est un problème interne? Est-ce que c'est un problème externe? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse développer notre pays? Si vous, par exemple, vous étiez à la tête de la République démocratique du Congo, qu'allez-vous faire? Quel genre de stratégie allez-vous utiliser pour développer ce pays? Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, après tous les présidents qu'on a eus, tout ce qui promet au peuple congolais des jours meilleurs, comment se fait-il que tous ces présidents n'arrivent pas à développer le pays? Donc on va essayer un peu d'analyser. L'émission d'aujourd'hui sera quand même intéressante parce qu'elle sera fixée sur la politique. Comme je dis toujours, Son of Congo, ce n'est pas une émission de politique, mais on peut parler de la politique du pays. En tant que Congolais, comme je le dis toujours, nous devons participer à la politique de notre pays. Nous devons penser à la politique de notre pays, même si nous ne sommes pas des politiciens. Et aujourd'hui, on va faire la même chose. Pensons un peu à la politique de notre pays, analysons un peu le problème, même d'une façon un peu neutre, parce que moi, je ne fais pas partie d'un parti politique ou bien d'un regroupement politique. Donc, analysons un peu d'une façon neutre, d'une façon peut-être technique. Moi, je vais vous dire comment moi j'allais analyser ce problème si j'étais à la tête du pays. Et essayons un peu de parler de ça. Donc, ce que je voulais dire, les règles du jeu, on va commencer par là. L'émission d'aujourd'hui, on va parler de la politique, mais on ne fait pas de la politique ici. On est en train seulement de débattre ou bien d'analyser la politique du pays. Deuxièmement, en République démocratique du Congo, il y a beaucoup de tabous. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays et personne ne veut parler de certaines choses. Et ce que je dis toujours est que pour qu'un pays puisse se développer, nous ne devons pas avoir des tabous. Nous, les Congolais, nous devons être en mesure de parler de toutes les choses. Nous devons être en mesure de nous asseoir et de discuter ouvertement de toutes les choses, de tous nos problèmes de société. Et nous devons parler de ces problèmes d'une façon un peu franche. On n'a pas besoin d'être censuré ou bien des trucs comme ça. Tant que vous n'insultez pas d'autres personnes, parlez des problèmes congolais et c'est comme ça que vous allez trouver des solutions à ces problèmes. Mais si chaque fois vous êtes en train de faire un genre d'hypocrisie où vous ne parlez pas, vous ne vous adressez pas aux problèmes, ces problèmes vont rester dans votre société et vous n'aurez jamais des solutions à ces problèmes. Donc quand vous allez suivre l'émission d'aujourd'hui, gardez ça dans votre tête, que ici on est là pour parler des choses difficiles, on est là pour parler des tabous, donc ce ne sera pas quelque chose ce sera pas des choses qui vont plaire à tout le monde, mais gardez l'esprit ouvert, pensez ouvertement, essayez d'analyser un peu de votre côté et c'est comme ça qu'on va avancer, c'est comme ça qu'on va changer les mentalités.
Parce que si tout est personnel, là, on ne pourra pas avancer dans le débat. Alors, on va commencer carrément l'émission. Et si vous vous rappelez, la fois passée, la dernière fois, je parlais du MBA. Et ce que j'ai dit pendant l'émission passée, je disais que quand vous avez un MBA, le skill set que vous apprenez pendant que vous êtes en train de poursuivre votre MBA, c'est un skill set que vous pouvez transférer partout dans votre vie professionnelle. Que vous soyez un chef d'entreprise, que vous soyez à la tête d'un pays, que vous soyez à la tête d'un ONG, dans toutes les entreprises, le MBA vous permet de transférer votre skill, ce que vous avez appris dans ces entreprises. Et aujourd'hui, on va essayer un peu d'utiliser un outil que la plupart des entrepreneurs utilisent pour essayer d'analyser les problèmes de leur entreprise. Je vais vous montrer un peu comment vous pouvez utiliser ce même outil pour résoudre les problèmes du Congo, pour essayer d'analyser les problèmes du Congo. Quand vous vous rencontrez avec un problème, que ce soit dans votre entreprise, que ce soit dans ce cas ici, on va parler de la République démocratique du Congo, mais ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo, c'est vraiment ici, j'ai envie de parler de toutes les entreprises. Et la République démocratique du Congo, quand vous pensez à un pays, au fait, vous êtes en train de penser seulement à un groupe des institutions. C'est un peu un groupe d'entreprises. Donc, il n'y a rien vraiment de différent entre la gestion vraiment d'un pays, à part l'aspect politique, la gestion d'un pays et la gestion d'une entreprise. Et c'est seulement que quand vous êtes, par exemple, à la tête d'un pays, vous devez gérer un peu plusieurs entreprises en même temps. Vous êtes à la tête de plusieurs entreprises. Mais en fait, c'est un peu le même skill set, même si vous êtes à la tête d'une entreprise. C'est peut-être l'aspect politique qui rend un peu les choses différentes, mais même dans le MBA, dans votre parcours de MBA, on vous apprend comment dealer avec les aspects politiques à l'intérieur d'une entreprise. Donc on va un peu essayer de jouer à ce jeu, on va un peu faire une petite analyse pour voir comment on peut résoudre les problèmes du Congo, ou bien comment moi, personnellement, j'allais résoudre le problème du Congo. Je ne dis pas que mes solutions, c'est que je dis maintenant, c'est ce qu'il faut faire pour résoudre le problème du Congo, mais on est en train de faire une analyse. Donc moi, j'analyse le problème de ma manière, et vous, sûrement, vous allez aussi analyser le problème de votre manière. Mais j'essaie de partager mon analyse, comme ça va un peu élever le débat. Parce que la plupart des temps que vous entendez les gens parler ou bien d'analyser sur le Congo, les gens font que se baser des rumeurs. C'est toujours « Oh, Moutouana, Zamouta Kagame, Kagama Tinda Kieboy ». Donc, les gens font que parler, mais personne en réalité ont des preuves de ce qu'ils sont en train de dire. Oh, pouvoir oh, Yeutina Rwanda, pouvoir oh, Yeutina Lumbumbashi, pouvoir oh, Yeutikuna. Mais les gens gossipent beaucoup en politique, et même ceux qui font des analyses, ils sont en train toujours de faire des gossips. Il n'y a jamais des preuves pour ce qu'ils sont en train de dire. Nous, maintenant, on ne va pas faire ça. Moi, je ne suis pas ici pour faire des gossips ou bien dire des histoires que personne ne peut prouver. Nous, on va parler des faits. On va parler de ce qui s'est fait au Congo. Et ici, dans l'émission passée, vous vous rappelez, j'étais en train de vous parler de historical data. Chaque fois que vous avez envie de répondre à un problème dans votre vie, vous devez toujours vous poser, regarder vers le historical data, ça veut dire les données du passé. Qu'est-ce qui s'est fait dans le passé? Qu'est-ce que le passé nous a appris? Et à partir du passé, c'est comme ça que vous allez résoudre les problèmes du futur. Parce que si vous êtes en train d'essayer de résoudre un problème maintenant et vous ne regardez pas dans les données, vous ne serez jamais en mesure de trouver la bonne solution à ce problème. Donc nous, c'est ce que nous, on va faire. Nous, on va regarder vers les données. Moi, je ne suis pas dans la rumeur, je ne suis pas dans toutes ces histoires. Donc, regardons vers les données et essayons un peu d'analyser nos problèmes en regardant vers les données. Et moi, pendant mon programme de MBA, quand on arrive à la fin, on avait un dernier projet. Il y avait un dernier projet qu'on devait faire et c'est un projet qu'on appelle Capstone. Et ce Capstone Project, c'était vraiment un challenge. Le projet, au fait, c'était d'aller dans une entreprise. Notre classe on avait une classe peut-être de 20 élèves en tout. Le projet était de résoudre le problème d'une entreprise.
Ce que nous, on devait faire était que moi et mon groupe, on était un groupe de 5, on devait partir dans une entreprise et écouter les problèmes de cette entreprise. Ça veut dire que cette entreprise va nous présenter un problème. Nous, maintenant, on était censé étudier ce problème et à la fin de notre projet, on était supposé présenter les solutions à tout le management. Donc, on devait présenter la solution au CEO, à tous les gens qui étaient les leaders de cette entreprise. Donc, c'était ça un peu notre dernier projet et ce qu'on était en train de faire, la raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce que pendant ce projet, ou bien pendant votre MBA, il y a un outil que vous pouvez utiliser qui va vous permettre de résoudre les problèmes. Il y a un outil que vous pouvez utiliser qui va vous permettre d'analyser les problèmes internes ou bien externes d'une entreprise. Et cet outil-là, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler du SWOT Analysis. Le SWOT Analysis, c'est une analyse, c'est un outil qui vous permet d'analyser les problèmes en plaçant chaque problème dans une certaine catégorie. Il y a, quand vous entendez SWOT, c'est S-W-O-T. Le S, c'est en anglais. Le S signifie strength, ce qui est les points forts d'une organisation, ou bien de ce que vous êtes en train d'analyser. Le W, c'est ce qu'on appelle weakness. Weakness, ça veut dire les points faibles de ce que vous êtes en train d'analyser. Et puis vous avez le O. Le O, ce sont les opportunités. Donc vous parlez des opportunités et puis là finalement vous avez le T. Le T, c'est les threats, ça veut dire les dangers. Donc chaque fois que vous êtes en train d'analyser un problème dans votre organisation ou bien dans votre compagnie, si vous utilisez la méthode de SWOT Analysis, ce sera une méthode vraiment puissante qui va vous permettre d'analyser ces problèmes. Et au début de cette émission ici, je me posais la question pourquoi la République démocratique du Congo ne se développe pas? Comment se fait-il que ce pays ne se développe pas? Qu'est-ce qu'il faut pour développer la République démocratique du Congo? C'est un problème que plusieurs Congolais se posent. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser le SWOT Analysis pour essayer d'identifier les problèmes? Comme ça va nous permettre de trouver une solution à ce problème. Et c'est ça qu'on va faire dans l'émission d'aujourd'hui. Donc ici maintenant moi je vais me mettre dans la tête maintenant d'un président. Disons que c'est moi le président de la République démocratique du Congo. Dans le contexte actuel. Donc ça c'est le contexte actuel, ce qui se passe maintenant dans le pays. Et moi je suis le président de la République démocratique du Congo. Quelle analyse je peux faire pour résoudre le problème de ce pays? Et en même temps aussi on va se poser la question de comprendre pourquoi ce pays ne s'est pas développé. Et c'est ça qu'on va faire. On va commencer maintenant par le SWOT Analysis. Donc, on va sauter directement sur notre analyse. Et quand vous êtes en train de faire le SWOT Analysis, la première chose est que vous devez identifier les strengths, comme je disais, les weaknesses, vous devez identifier les opportunités et vous devez identifier les threats. Et on va commencer peut-être on va commencer par les weaknesses, parce que les weaknesses, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Ça veut dire les points faibles. Quels sont les points faibles de la République démocratique du Congo? Si vous, aujourd'hui, vous êtes en train d'analyser le Congo, qu'est-ce que vous allez sélecter comme les points faibles de la République démocratique du Congo? Du coup, moi, la chose que je vais vous dire, c'est l'effectif. Pour moi, l'effectif, c'est un weakness, parce que quand vous ne savez pas combien de personnes vous avez dans vos organisations, c'est un weakness, c'est un point faible du Congo. C'est vraiment impossible, c'est vraiment difficile de développer un pays avec des fictifs. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui est important et je vous ai même parlé de ça dans l'épisode passé quand j'étais en train de vous montrer comment les données, quand vous êtes en train de parler des données, des variable costs, les fictifs ici, vous devez penser un peu de ça comme les variable costs, les prix qui varient, parce que les fictifs ont un coût. Tous les fictifs, chaque fois que vous entendez qu'il y a dans votre gouvernement qu'il y a des fictifs ici, il y a des fictifs là-bas, tous ces fictifs ont un coût. Et ce coût-là est en train de varier parce que vous ne connaissez pas le nombre de personnes qui sont dans vos organisations, ou bien dans vos ministères, ou bien dans vos entreprises, ou bien dans votre société en général.
Donc, ne pas connaître le nombre de personnes, c'est vraiment un weakness de la République démocratique du Congo. Et donc, ça, je vais mettre ça en première position. Et ici, je veux dire que quand vous êtes en train de parler en termes de weakness, les points faibles, il n'y a pas vraiment d'ordre. Vous cherchez quelque chose, le problème, et vous êtes en train de le mettre dans une certaine catégorie. Mais il n'y a pas vraiment d'ordre pour dire que ça, c'est avant ça, pas à ce niveau ici. À ce niveau, on est en train seulement de lister les problèmes. Donc, si vous avez une entreprise, pensez maintenant en termes de weakness. Quels sont les points faibles de votre entreprise? C'est là maintenant que vous écrivez tous ces points. Moi, j'ai commencé avec les fictifs pour la République démocratique du Congo. Maintenant, la deuxième chose que je vais dire peut-être est un problème pour la République démocratique du Congo, je vais mettre peut-être l'éducation. Parce que l'éducation est quand même importante. Un peuple qui n'est pas éduqué, c'est difficile que vous puissiez développer votre pays avec un peuple qui n'est pas éduqué. Donc l'éducation est un problème en République démocratique du Congo. Donc on va mettre l'éducation dans la liste. Après ça, je vais ajouter les COP. Vous avez beaucoup de COP qui se font dans notre pays. La plupart des projets, comme je disais, ce sont des COP. Les projets n'ont pas vraiment une date fixe, une date où les projets commencent ou bien quand ça va se terminer. La plupart des projets, ce sont des projets qui viennent de nulle part et ils commencent et ils se terminent. Bon, la plupart des projets ne se terminent même pas. Et ici, j'avais même suivi dernièrement sur Bossolo, il y avait un conseiller de la présidence qui passait et on le pose la question, ce projet-là va se terminer quand? Et lui, c'est que comme la plupart des autorités en République démocratique du Congo, il dit « aussi l'amboulot, avant que tout 2023, ça va déjà se terminer ». Mais dans le project management, c'est pas comme ça. Un projet a un temps fixe quand ça commence et un projet a un temps fixe quand il se termine. Donc, quand vous entendez qu'il y a des projets en République démocratique du Congo, comme les projets Zéro Trou et tous ces projets, Chile Gelou et toutes ces histoires, en principe, tous ces projets, si c'était vraiment des vrais projets, ça doit avoir une date de commencement fixe et une date de quand le projet va se terminer fixe aussi. Mais comme toutes ces histoires sont des COP, je vous ai dit, c'est pour ça qu'il n'y a pas de date. Ce sont des histoires qui vont se terminer et aussi la attend et aussi là. Donc c'est un peu ça la mentalité en République démocratique du Congo. Donc on va mettre le COP comme un weakness. Le COP aussi c'est un weakness, c'est quelque chose qui détruit notre pays. On doit faire des projets un peu plus intelligents. On doit vraiment passer à toutes les étapes d'un projet. Et donc, c'est un peu ça. Donc, le COP, c'est un weakness. Je vais mettre ça dans ma liste en tant que weakness. Donc, on peut continuer. Ici, j'ai déjà les fictifs et puis j'ai le COP. La troisième chose que je peux dire rapidement, on peut dire qu'il y a le non-respect de la loi. Les lois ne sont pas respectées en République démocratique du Congo. Je peux pointer aussi sur la faiblesse de l'administration. On a une administration qui est très faible. Je veux dire, j'ai déjà parlé de l'éducation, une éducation qui n'est pas très bonne. Et ça, c'est une weakness, c'est un point faible de la République démocratique du Congo. De l'autre côté, on peut parler aussi du changement de mentalité. La mentalité congolaise, sa façon de penser, la façon de penser du Congolais, c'est quand même un point faible de notre pays. Donc après le changement de mentalité, on peut parler de la corruption. La corruption c'est vraiment un point faible de la République démocratique du Congo. Les intérêts de tribus. On ne pense pas vraiment de l'intérêt collectif du Congolais. On continue toujours à penser en termes de tribus. Chaque tribu est en train de voir ses propres intérêts. Et ça, c'est une faiblesse dans le développement de notre République démocratique du Congo. Et il y a aussi le manque de digitalisation. La technologie est très faible, le taux de pénétration de l'Internet et puis de la technologie, les projets techniques, il y a beaucoup de travail à faire de ce côté. Donc ça, c'est quand même un point faible de notre pays. Donc en gros, c'est tout ça que je peux penser. Vous n'avez pas besoin d'avoir vraiment une liste qui est trop longue, mais parlez des choses que vous pouvez facilement identifier. Et pensez aussi à d'autres choses que vous ne pouvez pas vraiment facilement identifier, mais vous n'avez pas besoin de créer vraiment une longue liste de tous vos problèmes. Parlez des problèmes qui sont importants.
Passons maintenant dans les opportunités. Quelles sont les opportunités de la République démocratique du Congo? Moi, maintenant, dans les opportunités, ce que je veux dire est qu'il y a des opportunités de business. On a des opportunités de faire de business parce que nous avons des minéraux. On n'a pas seulement des minéraux, mais on peut dire qu'on a des ressources. La République démocratique du Congo a plusieurs ressources. Donc, du point de vue opportunité, il y a des opportunités de faire des affaires en République démocratique du Congo. Non seulement le fait que vous avez des ressources, mais les ressources de la République démocratique du Congo sont en high demand. Vous avez des histoires comme le cobalt, vous avez des histoires comme le lithium, vous avez des forêts. Donc, vous avez des ressources qui sont vraiment en high demand dans le monde d'aujourd'hui. Donc, les opportunités pour faire le business, il y en a tellement. Et ça, c'est quand même, c'est ça que je vais mettre dans les opportunités pour la République démocratique du Congo. Donc, quand on parle des opportunités en République démocratique du Congo, il n'y a pas seulement les ressources. Il y a maintenant aussi le potentiel de grandir le pays, de faire devenir le pays la première puissance d'Afrique. Parce que si vous regardez où le pays se situe dans le continent, c'est pour quitter le nord vers le sud, vous devez passer par la République démocratique du Congo. Donc c'est un peu comme un hub qui peut relier vraiment le nord au sud et puis l'est à l'ouest. Donc ça, c'est quelque chose qui peut rendre le pays vraiment, qui donne le potentiel d'être vraiment très puissant. Et ça, on va classer ça dans les opportunités, la liste des opportunités. Maintenant, passons aux catégories qui sont un peu intéressantes. Parce que ici, c'est là maintenant que ça commence à faire un peu de polémique. On va passer maintenant d'abord dans les threats. Que sont les threats? Quels sont les dangers? Les dangers que vous identifiez dans la République démocratique du Congo. Le premier danger d'abord que moi je vais vous dire, c'est la balkanisation. Beaucoup de gens parlent de balkanisation. Donc on va mettre ça directement comme le premier threat. Le premier threat de notre pays, c'est la balkanisation. Il y a le terrorisme. Il y a le terrorisme à l'est du pays. Donc, on va mettre ça aussi comme un threat. Parce que le terrorisme, vous ne pouvez pas vous développer vraiment avec le terrorisme. Ici, le goal est d'identifier comment vous pouvez développer la République démocratique du Congo. Surtout si vous-même vous êtes un président, comment vous allez faire pour développer ce pays. Et ici, maintenant, on vous parle maintenant des threats, des dangers. Donc, notre goal maintenant, c'est de pouvoir identifier les dangers qui vont faire que le pays ne puisse pas se développer. 1, j'ai cité la balkanisation. 2, je vais citer le terrorisme. 3, je vais dire peut-être l'instabilité politique. Vous avez des politiciens que hier, ils étaient dans ce groupe politique. Le lendemain, ils sont dans ce groupe politique. Et puis, donc il y a un peu beaucoup de ça. Donc ça, l'instabilité politique, c'est quelque chose qui est en train de... ça freine un peu le développement de notre pays. Et puis finalement, je vais mettre assassination. Ça, c'est quelque chose quand même qui est intéressant. Je vais mettre assassinat. Parce qu'on a déjà vécu un président qui a été assassiné dans le passé. Donc moi, si je suis président de la République démocratique du Congo et je suis en train de regarder le Congo en général, et je suis en train d'essayer d'identifier les dangers qui se passent au Congo, le premier danger, je dois me dire qu'il y a le terrorisme, je dois me dire qu'il y a la possibilité de balkanisation, je dois me dire que l'atmosphère politique est quand même un peu bizarre, les gens switchent, ils changent de parti, ils font des trucs comme ça, donc il y a une sorte d'instabilité politique, mais je dois aussi mettre à l'intérieur l'assassinat, je peux être tué en tant que président du Congo, parce que ça s'est déjà fait dans le passé. Donc ça, c'est quelque chose qui est réel, c'est un threat qui est réel. Donc je dois mettre ça aussi dans mon analyse. Et c'est comme ça, quand vous êtes en train d'analyser les problèmes de votre entreprise ou bien le problème de votre pays. Quand vous arrivez dans l'étape de threat, il n'y a rien que vous devez garder. Vous devez mettre toutes les possibilités qui sont en train de poser un threat à votre développement. Ou bien toutes les possibilités qui sont en train de causer un threat à votre personne, le président de la République. Dans ce cas ici, c'est moi qui joue le rôle de président. Donc, je peux être assassiné aussi. Donc, ça, c'est un threat. Et finalement, maintenant, on va passer dans les points forts. Quels sont les points forts de la République démocratique du Congo? Quand vous regardez notre pays, quels sont les points forts?
Est-ce que vous pouvez penser à 2, à 3, à 4 points forts de ce pays? Beaucoup de gens ils vont dire qu'il n'y a rien qui marche dans le pays. Le président, lui, il a dit que Mbok est Koufa. Mais est-ce que vous pouvez identifier des points forts de notre pays? Et moi, maintenant, en tant que président de la République, ou bien je joue le rôle maintenant d'un président de la République, je vais essayer de faire un peu cet exercice. Quels sont les points forts de ce pays? Premièrement, ce que je vais dire est que le peuple congolais est un peuple quand même qui... l'amour du Congo. Il y a le patriotisme. La plupart des Congolais aiment le Congo. Donc je vais mettre facilement, je vais prendre ça et je vais mettre ça dans ma liste des strengths, les points forts de notre pays. Deuxièmement, je vais parler de la Constitution. Notre pays a une Constitution. Ça veut dire que c'est possible, maintenant je peux aller dans le pays, il y a déjà une constitution qui est en place. Parce qu'il y a des fois, vous allez prendre dans la tête des pays comme ça et vous devez encore travailler sur une nouvelle constitution et tout. Mais nous avons déjà une constitution qui est là, qui est mise en place. Donc c'est déjà un point fort. Il y a déjà un travail qui a été fait. C'était pas peut-être un bon travail ou bien un travail parfait, mais il y a déjà un travail qui s'est fait. De l'autre côté, vous avez des lois. Vous avez plusieurs lois. Vous avez beaucoup de lois même. Je parlais l'autre fois de l'entrepreneuriat où des entrepreneurs ont déjà 260 taxes et tout ça, ce sont des lois. Vous avez plusieurs lois dans ce pays. Malheureusement, ces lois ne sont pas respectées, comme je l'ai dit dans les weaknesses. Mais il y a des lois. C'est ça qui fait déjà, c'est quand même un point fort d'un pays, parce que vous avez des lois. Troisièmement, je veux dire que le président est la personne qui dirige le pays. Beaucoup de gens peut-être ici vont dire que c'est pas vrai, le Premier ministre c'est lui qui est ça, mais parlons du concret, parlons de ce qui se fait dans notre pays. Le président de la République démocratique du Congo est la personne qui est en train de diriger le pays. C'est vrai que notre constitution dit que le pouvoir est quand même un peu semi-présidentiel, ça veut dire que d'un côté vous avez le Parlement, vous avez le gouvernement, et vous avez le président en tant que chef de l'exécutif. Mais si on regarde concrètement, vous regardez depuis Mobutu, vous avez Kabila le père, vous avez Kabila le fils, et maintenant vous avez Tshisekedi. Si vous regardez vraiment toutes ces histoires, bon, il y a aussi les Kasavubu et tout ça, mais si vous regardez, vous allez voir que le président, c'est la personne qui dirige le pays. Même s'il se met dans des difficultés, je crois que Kabila aussi avait des difficultés, le pays est en difficulté, mais c'est lui qui dirige le pays. À la fin de tout, ce sera lui qui sera à la tête du pays. Et vous allez voir que même avec Kabila, avec le 1+4, c'était lui qui était à la tête du pays. Et c'est lui qui a dirigé pendant 18 ans. Il a dirigé le pays pendant 18 ans. Mzee aussi était à la tête du pays, mais la même chose aussi avec Mobutu. Mobutu était à la tête du pays, c'est lui qui était en train de tirer toutes les ficelles. Et c'est la même chose avec Tshisekedi. Vous pouvez dire que ce n'est pas lui qui a le pouvoir pendant cette période ici, pendant cette période, mais le président a toujours cette possibilité de changer les choses. Et lui, par exemple, vous allez voir qu'il y avait le mariage de FCC Cash. Et aujourd'hui, les gens ne parlent plus de FCC Cash. Comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y avait la corruption? Est-ce qu'on a acheté les députés? Ça, c'est quelque chose que le président peut faire lui-même. Parce que concrètement, comme je vous ai dit, c'est le président qui dirige le pays. Donc la volonté du président en République démocratique du Congo va toujours se faire d'une manière ou d'une autre. Que ce soit par la corruption, que ce soit par l'argent, que ce soit par la force, le président dirige le pays. Et ça, c'est quelque chose qui est un point fort pour moi. Si moi, je suis aujourd'hui le président, c'est un point fort quand même que je peux dire que, ok, je peux utiliser ça à mon avantage. Donc, je vais mettre ça dans mon classement, je vais prendre ça et je vais mettre ça dans les points forts de la République démocratique du Congo. Mais il n'y a pas seulement ça. Le président aussi est la personne la plus influente du pays. Si vous regardez même aujourd'hui, vous allez voir que l'influence vraiment vient de la présidence. Vous avez des conseillers qui partent quelque part au village ou bien quelque part, ils disent que moi je suis ça, le président de la République. Et c'est le trafic d'influence, ça se fait au nom du président de la République. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine peur. Partout où vous êtes en République démocratique du Congo, les gens respectent quand même la présidence de la République. Et même quand vous regardez au Kivu où il y a l'état de siège, même les militaires, quand ils sont en train de se battre, vous regardez leur reportage, ils sont en train de dire, ils disent la vision du chef de l'État.
Donc, quand vous êtes en train, vous avez déjà des militaires, des officiers comme ça, qui sont à la tête de l'armée, qui sont en train de dire que nous, on est en train de faire ce travail avec la vision du chef de l'État. Ça vous montre que le chef de l'État, c'est la personne la plus influente du pays. C'est la personne qui peut influencer vraiment partout dans le pays. Malgré qu'il est à Kinshasa, il peut influencer au Kivu, il peut influencer au Katanga, il peut influencer au Grand Kasaï, il peut influencer en Équateur. Donc la personne qui a le plus d'influence en République démocratique du Congo, c'est le président de la République. Donc dans notre analyse, pour moi, ça c'est quelque chose qui est un point fort. Donc moi, si aujourd'hui je suis un président en République démocratique du Congo, c'est un point fort pour moi, parce que je sais que j'aurai l'influence et je peux influencer, peut-être pas tout le monde, mais je peux influencer ceux qui doivent être influencés. Les dirigeants du pays, ils seront tous influencés par moi. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est pour ça que je vais mettre ça parmi les points forts dans mon analyse. Après ça, on va parler de l'unité nationale. Comme je disais, je crois que j'ai déjà parlé de ça, l'unité nationale. On est un peuple quand même, nous aimons le Congo. La plupart des Congolais, qui soient dans le pays, qui soient dans la diaspora, même ceux qui parlent mal du Congo, ou bien ceux qui disent des mauvaises choses du Congo, comme des histoires comme le Homboke Koufi, des trucs comme ça, la plupart ont quand même un amour envers le Congo. Et cette unité nationale, c'est quelque chose qui est quand même à féliciter. C'est quelque chose qui est quand même un point fort dans notre pays. Donc moi, quand je viens en tant que président, c'est un point fort. C'est quelque chose que je peux utiliser à mon avantage, cette unité nationale. Et finalement, pour terminer, je vais ajouter deux choses. Deux choses qui peut-être vont faire polémique. Dans votre analyse, ce sont des histoires que vous n'avez pas identifiées. Mais pour moi, c'est quelque chose qui font quand même la force de la présidence. Bien, ça va me permettre de développer le pays. Une chose, c'est le tribalisme. Le tribalisme, c'est pas seulement un weakness, mais c'est aussi un threat. Mais le tribalisme aussi, comme je vous dis maintenant, c'est aussi un point fort. Et peut-être quand je vais expliquer les solutions, vous allez comprendre pourquoi le tribalisme est un point fort. Donc pour l'instant, mettons seulement le tribalisme. Moi, dans mon analyse, j'ai mis que le tribalisme est un point fort. Et finalement, je vais terminer par quelque chose d'autre encore qui est vraiment controversial. C'est le fait que les politiciens congolais aiment l'argent. Les politiciens congolais aiment le luxe. Les politiciens congolais, ils aiment la jouissance. Donc ça, c'est quelque chose que je peux utiliser à mon avantage. Donc pour moi, en tant que président, pour développer le Congo, c'est un point fort. Donc, bon, d'une façon ou d'une autre, c'est un weakness. Vous pouvez mettre ça aussi dans un weakness dans votre liste. Mais pour moi, je me dis que c'est aussi un point fort. Si le politicien congolais aime l'argent, si le politicien congolais aime le luxe, c'est un point fort pour moi. Et on va voir pourquoi quand on va essayer un peu d'étudier ou bien de trouver des solutions aux problèmes. Ok, maintenant qu'on a terminé avec la première partie de notre SWOT analysis, on doit se dire maintenant comment faire maintenant pour résoudre ce problème. Le tableau ici de SWOT analysis vous donne maintenant une meilleure idée de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Si vous êtes un stratège ou bien vous êtes un chef d'entreprise, dès que vous regardez ce tableau, si vous avez terminé, vous avez complété votre tableau pour votre analyse personnelle dans votre entreprise ou bien d'un pays ou bien d'un problème que vous avez, regardez maintenant ce tableau que vous avez mis devant vous et commencez maintenant à raisonner aux priorités. Si vous êtes en train de regarder tout ce qui est en train de se faire, tout ce qui est sur votre tableau, quelles sont les priorités que vous allez maintenant attaquer? Connaissant tout ce que vous connaissez, à base de cette analyse, quelles seront les priorités que vous allez attaquer pour répondre à la question que vous êtes en train de vous poser? Ici, la question que moi je me pose, c'est comment se fait-il que le Congo ne se développe pas? Mais il y a aussi une autre question que je me pose. Je me dis aussi comment faire pour développer la République démocratique du Congo. Donc non seulement on se pose la question, mais on doit aussi trouver la solution à ce problème.
Et le tableau de SWOT analysis, quand vous terminez à mettre tous ces points, ça vous donne maintenant une idée générale de ce qui se passe dans votre pays. Quand vous regardez des histoires comme les dangers, vous savez que vous pouvez être assassiné, vous savez qu'il y a possibilité de balkanisation, vous savez qu'il y a le tribalisme. Quand vous regardez les weaknesses, vous voyez que l'éducation n'est pas bonne, vous voyez que l'administration ne fonctionne pas. Quand vous regardez les opportunités, vous voyez qu'il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup d'opportunités de business et tout. Et quand vous regardez les côtés forts, vous trouvez que, ok, d'un côté, il y a une constitution, il y a des lois, il y a des Congolais qui aiment leur pays. Donc, quand vous voyez toutes ces histoires, vous avez ça devant vous, ça vous permet maintenant de faire une meilleure analyse de ce qui se passe dans votre pays ou bien de ce qui se passe dans votre organisation. Et c'est ça que le SWOT analysis, c'est pour ça que le SWOT analysis est design. C'est design c'est là pour vous permettre de voir votre entreprise ou bien d'attaquer un problème d'une façon un peu technique, d'une façon un peu, avec une procédure qui make sense. Comme ça, vous n'allez pas rester quand même, parce que comme je vous disais, la plupart des Congolais qui font des analyses, c'est seulement sur, oh, Baloba qui boye. Mais il n'y a rien vraiment qui est concret, parce que ce sont des rumeurs. Et si vous demandez peut-être, ok, prouvez-nous ça, là, ils ne pourront pas le faire. Mais quand vous avez un SWOT analysis, vous êtes en train d'identifier les faits, vous êtes en train d'identifier ce que tout le monde connaît. Et c'est ça que vous êtes en train d'analyser. Il est toujours important d'analyser ce que ce que vous connaissez, ce que les data sont en train de vous montrer, au lieu d'analyser des histoires qui n'existent pas ou bien des on-dit. Ok, maintenant qu'on a terminé notre tableau, on va sauter directement parce qu'on ne va pas faire toute une émission sur le SWOT analysis. C'est une grande analyse, elle est vraiment très longue. Mais ici, j'essaie de vous montrer quelques aspects du SWOT analysis. Je ne suis pas en train de faire toute une analyse de ce qui est la République démocratique du Congo. Ça va prendre des heures et des heures pour le faire. Mais on est en train de faire une analyse un peu générale. C'est un peu une façon de raisonner un peu technique, pour vous montrer seulement où la réponse peut se trouver. Si vous avez envie d'utiliser cette méthode, vous pouvez partir sur Internet, lisez un peu sur le SWOT analysis, apprenez un peu comment ça fonctionne et essayez d'appliquer ça dans vos entreprises ou bien dans votre vie professionnelle et regardez si ça vous aide à répondre aux problèmes que vous avez, les problèmes que vous êtes en train de face. Donc, c'est vraiment ça le goal de l'émission. Le goal de l'émission, ce n'est pas de dire que mon analyse du Congo est la meilleure analyse, mais c'est de vous montrer seulement comment vous pouvez utiliser quelques outils pour répondre à vos problèmes. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici. Donc, il ne faut pas essayer de dire que ce que je dis, c'est la Bible ou bien quelque chose comme ça. Non, c'est un exercice qu'on est en train de faire. Et c'est pour vous montrer seulement que vous pouvez utiliser des analyses comme ça pour résoudre vos problèmes de société. Et ici, maintenant, quand vous terminez de classer tout sur votre tableau, la chose que vous devez faire maintenant, c'est identifier les priorités. Et moi, maintenant, quand je regarde dans mon tableau, la première chose que je me dis qui est un problème pour moi, ce sont les fictifs. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est technique. J'ai étudié la technologie. Donc, j'ai étudié les matières techniques. Ça veut dire que pour moi, pour trouver la solution au problème, vous devez toujours connaître les données. Et si les données ne sont pas bonnes, la solution ne sera pas bonne. Et ici, vous avez une situation où vous êtes dans un pays où il y a beaucoup de fictifs. C'est là que j'étais en train de vous dire que le gouvernement que vous avez ne peut pas répondre aux problèmes de la société parce que vous avez trop de fictifs. Quand vous avez des fictifs, c'est impossible de faire un budget. Vous pouvez même pas budgétiser une année ou bien vos opérations parce que vous avez des fictifs à l'intérieur. La raison pour laquelle le tribalisme n'est pas une opportunité, et même dans ce cas ici, pourquoi le tribalisme n'est pas un threat pour moi, c'est parce que notre pays fonctionne en base de géopolitique. Je vous ai dit lors d'un épisode que le Congo, tout ce que vous êtes en train de faire au Congo, c'est basé sur le tribalisme. Le partage de gâteaux, le gouvernement, toutes ces choses sont basées sur le tribalisme. Toutes ces choses sont basées sur l'intérêt des tribus.
Mais essayez un peu de faire un raisonnement profond. Si la République démocratique du Congo est un ensemble des tribus, et que toutes ces tribus sont en train de regarder leur propre intérêt, ça veut dire que quand Mobutu était au pouvoir, la tribu de Mobutu était au pouvoir. Quand Mzee est venu au pouvoir, la tribu de Mzee était au pouvoir. Je vais laisser Kasavubu parce que Kasavubu, je connais pas vraiment, j'ai pas vraiment beaucoup de données sur lui. Quand Mzee était au pouvoir, c'était Mzee qui était au pouvoir avec ses gens et sa tribu. Quand Kabila était au pouvoir, c'était aussi les gens qui sont de sa tribu ou bien de son groupe linguistique. Les Swahiliphones, c'est comme ça je crois qu'on les appelle, les gens qui parlent le Swahili. Donc c'est eux qui étaient au pouvoir. Et maintenant vous avez les Luba qui sont au pouvoir. Donc vous avez un pouvoir de Kassaïen. Donc en gros, si on doit se dire comment le pouvoir se partage en République démocratique du Congo, ou bien comment le pouvoir s'est partagé en République démocratique du Congo, on voit que les gens de l'Équateur, ils avaient le pouvoir. On voit que les Swahiliphones, ils avaient le pouvoir. On voit que les Kassaïens ont le pouvoir maintenant. Et c'est un peu ça qui s'est passé. Mais regardez maintenant en termes de développement. Est-ce que le Congo s'est développé? Est-ce que ces tribus se sont développées? Est-ce que ces régions se sont développées? Vous allez remarquer qu'aucune de ces tribus se sont développées. Aucune région s'est développée. J'ai suivi même dernièrement sur Top Congo, pendant l'émission Le Débat, Christian Lusakweno, lui, il était en train de... C'était un peu un débat entre Christian Lusakweno et Thierry Kangundi. Christian Lusakweno, lui, il était en train de justifier la géopolitique. Bon, il ne justifiait pas la géopolitique, mais il disait qu'il est important de prendre la géopolitique en considération. La raison pour laquelle moi je trouvais que c'est pas important de mettre la géopolitique à l'intérieur, c'est parce que la géopolitique n'a jamais, jusqu'à présent, la géopolitique n'a pas aidé un peuple à se lever. Vous voyez, quand vous parlez des femmes, par exemple, et vous êtes en train de parler de la discrimination positive, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui se sont élevées. Vous avez des femmes à la tête des ministères. Donc la discrimination positive envers les femmes ont quand même aidé avec la lutte des femmes à atteindre un certain niveau. Mais regardez maintenant dans la géopolitique, regardez maintenant dans le partage des gâteaux par les tribus. Quelle tribu ou bien quel groupe ethnique vous allez regarder aujourd'hui en République démocratique du Congo et dire que ce groupe ethnique s'est développé plus que les autres? Mobutu n'a pas développé son propre groupe ethnique. Kabila n'a pas fait ça pour les Swahiliphones. Tshisekedi ne le fera pas pour les Luba. Et ça sera comme ça. Donc, d'un côté, la géopolitique ne vous aide pas, ça vous aide en rien en tout cas. La représentation que vous êtes en train de chercher ne vous aide pas. Parce que vous avez même cette représentation au niveau des provinces. Les gouverneurs des provinces viennent de ces provinces. Mais quand vous êtes en train de parler du Kasaï, vous connaissez les ex-gouverneurs du Kasaï. Mais regardez l'état du Kasaï. Comment expliquer que les gens qui étaient là pour représenter, pour prendre cette part de géopolitique, ce quota, comment se fait-il que ces gens n'ont pas développé leur propre province? C'est pour vous montrer que la géopolitique, en tout cas, c'est pas quelque chose qui peut faire développer, ou bien ça n'a pas sa place dans votre pays. Oui, vous pouvez, quand vous êtes en train de parler, vous dites que tout le monde doit être représenté. Oui, c'est un peu un semblant de ça. Vous pouvez arriver à cette conclusion, mais regardez le concret. Regardez ce qui s'est fait. Vous avez des présidents, vous avez les données, vous avez le data. Vous avez vu un président qui vient d'un groupe ethnique qui a développé sa province? Vous avez vu un gouverneur qui vient d'un groupe ethnique qui a développé sa province? Cela ne s'est jamais fait au Congo. Ici, maintenant, je suis en train de vous dire que le tribalisme et la géopolitique, c'est un de mes points forts. Pourquoi c'est un de mes points forts? Parce que maintenant, si je suis le président de la République démocratique du Congo, je connais le historical data. Le historical data me montre que tous les présidents qui sont venus avant moi, tous les leaders politiques qui sont venus avant moi, n'ont jamais développé leur province. Ça, c'est quelque chose, ça, c'est un donné qui est très puissant pour moi. Ça me montre directement,
En termes de stratégie, ça me montre c'est quelque chose qui est déjà... C'est un point fort. Parce que tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que je dois faire, c'est développer ma province. Si j'arrive à développer ma province, tous les autres groupes ethniques vont voir que j'ai pu développer ma province. Tous ces groupes ethniques vont venir et vont rejoindre mon parti politique. Si aujourd'hui, Mbuji-Mayi devient même comme la France, bon, on ne va pas dire Mbuji-Mayi devient comme la France, mais disons que vous allez à Mbuji-Mayi aujourd'hui et que vous trouvez un semblant de développement. Les gens, vous partez souvent, vous êtes au Congo, vous partez souvent au Rwanda. Vous voyez comment le Rwanda est organisé, comment les choses se passent au Rwanda. Vous, peut-être, vous n'aimez pas parler du Rwanda, mais bon, vous avez vos tabous congolais, moi, je n'ai pas ces tabous. Vous partez au Rwanda, vous voyez comment la vie est organisée au Rwanda. Vous êtes là maintenant, vous me suivez, vous êtes en République démocratique du Congo. Si aujourd'hui, que vous soyez un Mukongo, que vous soyez quelqu'un de l'Équateur, un Mungwandi, que vous soyez quelqu'un, je ne sais pas, de n'importe quelle tribu, si aujourd'hui vous allez à Mbuji-Mayi et que vous trouvez que l'aéroport de Mbuji-Mayi est très bien organisé, la police est très bien organisée, le transport est très bien organisé, il y a de l'eau, il y a du courant, la population est vraiment civilisée. Si vous voyez toutes ces histoires en Mbuji-Mayi, vous n'allez pas joindre le parti du président? Je suis sûr que la plupart des Congolais vont joindre l'UDPS. Là, ça ne sera même pas un débat qui va gagner les prochaines élections. Mais le truc est qu'il n'y a aucun président qui l'a fait. Il n'y a aucun président qui a même développé sa propre province. C'est pour ça que quand les gens vous parlent de Mboka et Koufi, ou bien ça c'est la faute de cette personne, la faute de cette personne, toutes ces histoires, ça vous montre déjà que ce n'est pas vrai. Par exemple, rentrons peut-être au débat de FCC Cash, parce que ici maintenant on entre dans la politique. Quand le président était dans le FCC et dans le Cash, quand il y avait ce mariage de FCC Cash, c'est que le président disait était que le FCC est en train de bloquer. Et après ça, il n'y avait plus de mariage entre le FCC Cash. Mais le bloquement maintenant venait d'où? Comment se fait-il que jusqu'à présent, le Congo ne se développe pas toujours? Pourquoi jusqu'à présent, le Congo n'est pas en voie de développement? Parce qu'il n'y a pas le mariage de FCC Cash. Maintenant, on parle de l'union sacrée et tout le monde est en train de suivre la vision du président. Comment se fait-il que Mbuji-Mayi n'est pas développé? C'est là que je vous montre que la géopolitique n'est pas la solution à votre problème. Mais le tribalisme, vous pouvez utiliser le tribalisme à votre avantage. Moi, en tant que président de la République, connaissant les données, je vais utiliser le tribalisme à mon avantage. C'est pour ça que je dis que le tribalisme est un strength. Tout ce que je dois faire, c'est développer ma province. Si je développe ma province, toutes les autres provinces vont voir, tous les autres peuples, les groupes ethniques que eux refusent de développer leur province, tous les gens, parce qu'on est toujours dans un système de géopolitique. Ici, je ne change pas le jeu est le même. Vous avez un gouvernement qui est formé de plusieurs personnes. Vous avez un gouvernement formé de plusieurs groupes ethniques. Quand vous prenez un ministère et vous donnez ça à un groupe politique, en réalité, vous prenez ce ministère et vous êtes en train de le donner à un groupe ethnique aussi. Ça veut dire que quand vous dites, par exemple, que le gouverneur, ou bien vous dites que le ministre de Finances va venir de l'UDPS, en réalité, vous donnez tout ce gouvernement, ou bien vous donnez tout ce ministère aux gens, aux Kassaïens, aux gens du Kasaï. Parce que ce qu'ils font, c'est vraiment ça. Quand ils viennent dans leur ministère, ils vont mettre les gens de leur parti politique. Les gens de leur parti politique sont les gens qui viennent de leur tribu. Et ça sera comme ça partout, partout même dans leur fief. Si vous allez aujourd'hui à Mbuji-Mayi et vous êtes en train de regarder qui sont les dirigeants de Mbuji-Mayi, ce sont des Louba. Dans tous les domaines, même, ils vont même entrer même dans des compagnies publiques. Vous allez voir qu'ils vont enlever les gens qui étaient là et ils vont mettre les gens du chef de l'État. Ça veut dire que le pouvoir tribal, c'est le pouvoir qui est en train de diriger toutes ces provinces. Mais comment se fait-il que vous avez un président qui est Louba,
vous avez un ministre de Finances Louba, vous avez quelqu'un qui est à la tête de la Banque centrale qui est Louba, vous avez quelqu'un qui est à la tête de la justice qui est Louba, vous avez vous avez des Loubas partout, mais vous arrivez maintenant à la province du Kasaï où le fief des Loubas et rien n'est développé. Comment vous allez expliquer à une population que ça maintenant c'est la faute des Katangais, ça c'est la faute des gens de l'Équateur, ou bien ça c'est la faute des gens du Kivu? Comment vous allez dire que ça c'est un problème rwandais? Logiquement, ça, it doesn't make sense. C'est là que quand vous êtes en train d'analyser les problèmes, vous allez vous dire que logiquement, ça n'a pas de sens. Comment ça, vous avez des Loubas partout, vous avez une ville qui est dirigée, une province qui est dirigée par les Loubas, mais vous n'arrivez pas à vous développer et vous êtes en train de dire que ceux qui sont en train de vous bloquer sont les gens d'autres provinces. Donc ça ne tient pas debout. Et moi, ce que je veux faire dans ce cas, ça c'est un point fort pour moi parce que je peux changer les choses. Si c'est la même chose que je suis dans le même contexte, je veux développer ma province. Parce que personne ne l'a fait. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, aucune autorité morale a même développé sa province. Ça veut dire que moi, si je suis président, je peux développer ma province et c'est là que je vais gagner politiquement. Donc ça, ce sont les données. Ça, c'est même pas quelque chose, je donne l'opinion de ça ou ça. Ça, c'est seulement basé sur les données que nous avons. Personne ne l'a fait et comme personne ne l'a fait, je me dis que c'est quelque chose que j'ai appris du passé et dans le futur, moi, je peux maintenant développer ma province sur base de ça. Et c'est ça qui va m'aider politiquement. Et c'est pour ça que j'ai mis le tribalisme en tant que strength. Mais maintenant, vous dites aussi, pourquoi tu as mis l'amour de l'argent? Pourquoi les politiciens qui aiment l'argent, pourquoi tu as mis l'amour de l'argent comme un point fort? Je mets l'amour de l'argent toujours comme le tribalisme, c'est le contexte congolais. Aujourd'hui, vous avez une majorité qui était FCC, qui a basculé, qui est devenue Union Sacrée. Comment vous croyez que ça s'est fait comment? Parce que la personne qui est à la tête du pays, c'est eux qui ont l'argent. Et c'est comme ça au Congo, la personne qui contrôle l'argent, c'est la personne qui contrôle le pays. Et tout le monde sait ça. Donc aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir, ce sont les Loubas. Non seulement ils sont au pouvoir parce qu'ils ont le ministère des Finances, mais vous regardez presque tous les ministères régaliens, ça revient aux Loubas. Ça veut dire que les gens qui sont au pouvoir, c'est eux. Et ils ont des associés qui viennent d'autres provinces. Et vous ne pouvez pas dire que si le pays ne marche pas, vous ne pouvez pas pointer le doigt aux autres provinces parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. Et c'est la même logique. Mais ça n'avait pas toujours commencé comme ça. Au début du mandat, ce n'était pas les Loubas qui étaient en train de contrôler tous ces ministères. Mais comme je vous ai dit, en République démocratique du Congo, c'est le président qui dirige. Le président, c'est lui qui a tout, qui peut tout faire. Et comme vous l'avez vu, vous l'avez constaté, il y a eu un basculement, c'est une majorité qui a changé, c'est devenu maintenant la majorité, elle est devenue maintenant une majorité présidentielle. Et comment ça s'est fait, d'autres peuvent pointer à la corruption. Vous tous, vous savez que ça s'est fait peut-être avec l'argent, il y avait des jeeps qui se sont achetés. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est vrai est que vous avez vu qu'il y a des gens qui ont reçu des bénéfices pour changer de camp. Et ça, c'est quelque chose qu'en politique, vous pouvez utiliser en République démocratique du Congo. Parce que dans d'autres pays, ça c'est la corruption, on vous emmène directement, vous allez en prison. Mais en République, dans le contexte congolais, parce qu'ici, je suis en train de jouer le rôle d'un président au Congo. J'ai envie de voir comment je peux développer mon pays au Congo. Et je ne sais pas si ça existe, mais ici, je parle d'une corruption positive. Ça veut dire que vous pouvez corrompre les gens pour faire des bonnes choses. Parce que la plupart des gens, quand ils entendent parler de la corruption, ils croient seulement qu'on corrompt seulement pour faire du mal. Il y a des gens qui peuvent être corrompus pour faire le bien. Comme par exemple, je vais vous donner l'exemple de l'IGF. L'IGF est en train de poursuivre les gens qui ont commis qui ont commis des fraudes financières. Une corruption positive de l'IGF, c'est de donner à l'IGF beaucoup d'argent. Si je suis le président de la République, je dis, ok, Jules Alinguette, toi, pour chaque fois que tu vas m'arrêter quelqu'un, 10%, ça va comme ça te revenir. Rétrocommission.
C'est une corruption qui est positive, parce que là, maintenant, il va commencer à faire son travail. La même chose avec l'armée. Vous mettez des généraux ensemble, vous dites, identifiez tous les membres de votre armée qui seront fidèles au pouvoir, qui vont représenter notre République. Cette unité-là, ou bien ça peut être la garde républicaine, ou bien tout, ils seront les mieux payés parce que j'ai le pouvoir. Ils seront les mieux équipés parce que j'ai le pouvoir. Et c'est seulement un travail d'identification. Et je peux payer cette personne parce que dans tous les pays, il y a des gens qui sont corrompus. Le problème en République démocratique du Congo, c'est tout le monde qui peut corrompre, c'est tout le monde qui peut jouir. Et normalement, dans un pays, c'est pas comme ça. Il y a des élites qui sont là en train de jouir, mais les autres peuples, ils suivent toutes les règles. Vous ne pouvez pas briser les règles. Ici, par exemple, en République démocratique du Congo, il y avait l'UNC et puis il y avait l'UDPS. C'est les deux là qui ont gagné la présidence. Donc c'est eux qui sont vraiment à la tête du pays. C'est que vous pouvez vous dire, ces deux autorités morales, dans votre contexte congolais, ces deux autorités morales. Vous savez que les gens au Congo sont en train de voler. Bon, moi je ne dis pas qu'ils sont en train de voler, mais vous savez que les gens du Congo sont en train de se servir de l'argent du gouvernement. Les deux autorités morales peuvent se servir de l'argent, mais pas tout le monde. C'est comme ça que même Mobutu disait Yibandamu, Tikandamu. Parce qu'il y aura des gens qui vont toujours voler. Il ne faut pas croire que dans les autres pays, les gens ne volent pas. Ils volent, tout le monde vole. Les politiciens sont là pour chercher des bénéfices qui vont les politiciens, c'est ça qu'ils font. Les politiciens sont toujours là pour chercher des façons de bénéficier de l'argent, de l'habit ou bien des histoires comme ça. C'est comme ça dans tous les pays. Dans tous les pays, les politiciens sont corrompus. Ce n'est pas quelque chose qui est spécial à la République démocratique du Congo. Donc dans la politique, il y a l'argent c'est l'argent qui parle. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit devenir puissant en politique. Vous avez deux autorités morales, l'autorité morale de l'UDPS d'un côté, vous avez l'autorité morale de l'UNC d'un côté. Vous deux, vous pouvez jouir de votre victoire. Mais c'est pas tout, vous n'avez pas laissé tout un clan jouir de cette façon. C'est là maintenant que vous allez vous poser la question, c'est quoi le genre de leadership que nous avons en République démocratique du Congo? Ici, du coup, je vais vous dire que pour que la République démocratique du Congo puisse se développer, il faut une bonne personne à la tête du pays. Si vous avez un leader à la tête du pays qui est éduqué, vous avez un leader qui a de l'expérience professionnelle et qui a fait des bonnes études, je vous garantis que votre pays aura une stratégie. La stratégie pourra être bonne ou mauvaise, mais vous aurez au moins une stratégie et vous aurez au moins une vision. Ça, c'est mieux que d'avoir des leaders qui n'ont pas de vision. Un leader qui n'a pas de vision va vous emmener vers le mur. Donc, c'est mieux d'avoir un leader qui a une mauvaise vision ou bien une vision que vous allez peut-être dire que moi, je n'aime pas cette vision, j'aime pas ce qu'il va faire, mais au moins un leader qui sait ce qu'il va faire. Mais quand vous avez des leaders qui n'ont pas de vision, ça maintenant, ça devient maintenant tout un problème. Et c'est ça le problème en République démocratique du Congo. Je vous ai déjà montré avec le tribalisme. Le tribalisme, ce n'est pas un problème de tribu. Les gens sont distraits avec le problème des tribus. Mais regardez vos leaders, ces gens n'ont pas développé leur fief. Tous leurs fiefs sont toujours par terre. Peu importe les ministères qu'ils ont, aucun leader jusqu'aujourd'hui a développé son fief. Et le leader qui va développer son fief, ce sera le leader que tous les Congolais vont suivre. Parce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui on savait que Mobutu avait développé l'Équateur, tout le monde allait être de l'MPR aujourd'hui. Bon, peut-être le MPR allait toujours être au pouvoir. Mais c'est à cause de ce que ces leaders sont en train de faire que les gens sont en train de créer des nouveaux partis politiques. Et là, ça continue. Le cycle continue à cause de ça. Parce que jusque-là, il n'y a personne qui a développé son fief. Donc ça, c'était seulement une parenthèse pour un peu essayer de justifier pourquoi j'avais mis le tribalisme et l'amour de l'argent dans les points forts. Mais continuons un peu avec notre analyse. Jusque-là, j'ai regardé partout dans mes points forts, je ne trouve pas vraiment une priorité.
Peut-être je vais dire le tribalisme, c'est une priorité, mais ce n'est pas vraiment une très forte priorité pour moi. Pour résoudre vraiment le problème du Congo, je n'ai pas besoin de m'attaquer d'abord au tribalisme. Il y a d'autres choses que je peux faire pour essayer de développer ce pays, selon ce que je suis en train de voir sur mon tableau. Et quand on arrive maintenant dans le niveau de weaknesses, c'est là maintenant que vous allez remarquer qu'il y a des fictifs. En tant que personne, une personne qui est technocrate, en tant que quelqu'un qui a étudié, le fictif c'est un problème pour moi. Parce que le fictif c'est ce qui abîme directement mes données. Moi, mon goal c'est de développer la République démocratique du Congo. Pour développer la République démocratique du Congo, j'ai besoin d'avoir des chiffres corrects. J'ai besoin de savoir qui et qui fait quoi. Parce que si je ne sais pas qui est qui et qui fait quoi, ça serait impossible pour moi de développer la République démocratique du Congo. Il y aura la corruption partout et ce sera un désordre total. Parce que les fictifs représentent vraiment un vrai problème. Tant que vous avez des fictifs dans votre système, votre pays ne pourra pas se développer. Et vous allez toujours commencer à faire la même chose, vous allez commencer à répéter les mêmes erreurs. Vous voyez par exemple dans l'épisode passé où je vous ai parlé des variable costs. Les variable costs, ce sont les prix qui varient. Et vous, quand vous êtes à la tête d'un pays, vous devez faire un budget. Vous ne pouvez pas faire un budget de la ville de Kinshasa, par exemple, et ne pas connaître combien de Congolais sont là. Vous ne pouvez pas faire un budget pour l'Assemblée nationale et ne pas connaître qui sont dans l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas faire des budgets pour votre pays et savoir qui fait quoi. Dernièrement, même quand je suis parti en République démocratique du Congo, je me suis rencontré à l'aéroport même, à l'aéroport quelque part ici aux États-Unis. Je me suis rencontré avec un Congolais qui partait aussi au Congo. Mais ce Congolais-là, lui, il est payé par le gouvernement congolais. Le Congolais, là, il vit aux États-Unis. Il vit aux États-Unis dans un autre État. On s'est rencontrés seulement à l'aéroport. Je ne connais même pas son nom. Mais ce Congolais-là est payé par le gouvernement congolais jusqu'à aujourd'hui. Ou bien jusque quand je l'avais rencontré. C'est quelque chose qui est fou. Comment vous pouvez être dans un gouvernement, vous êtes en train de faire des budgets au Congo, vous avez des gens qui ont faim au Congo, vous avez des gens qui cherchent des salaires au Congo, mais votre gouvernement est en train de payer quelqu'un qui est aux États-Unis. Vous pouvez un peu vous imaginer le niveau de damage qui est en train de se faire quand vous avez des fictifs. Donc ça, c'est quelque chose que ça, c'est quelque chose à adresser avec urgence. Si vous continuez comme ça, vous n'allez rien faire. Et ça, c'est un problème qui est réel en République démocratique du Congo. Jusque quand tous les gens seront identifiés, tous les gens auront des cartes d'identité, toutes les voitures seront... Vous devez être en mesure de savoir qui fait quoi et qui est où. Et la seule façon de le faire, c'est en identifiant les fictifs et en arrêtant les fictifs. Vous allez maintenant peut-être vous poser la question, comment on va résoudre ce problème de fictifs? Ici, il n'y a qu'une solution à ce problème, c'est la technologie. La technologie, c'est la seule façon dont vous allez mettre fin aux fictifs. Parce que la technologie va vous permettre, ce que la technologie vous permet de faire, la technologie va vous permettre de mettre un blocage sur tout. Vous voyez, quand vous avez des fictifs dans votre système, chaque fois que le temps est en train de passer, vous avez encore plus de fictifs qui sont en train d'entrer dans le système. Et même quand vous suivez le débat qui est en train de se faire avec le ministre de l'EPST sur Top Congo, c'était la même question. Le journaliste l'a posé la question, comment vous allez faire pour terminer, c'est quand que vous allez terminer cette identification des fictifs? Et lui, ce qu'il disait que l'identification des fictifs va se terminer, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Le seul problème est que tant que vous n'avez pas encore stoppé la porte, vous n'avez pas encore fermé la porte, ça veut dire que si vous identifiez les fictifs aujourd'hui, vous êtes au mois de janvier, quand vous allez arriver en juin, vous, le gouvernement, vous n'allez pas encore prendre des actions vraiment concrètes. Mais les fictifs là que vous avez laissés, vous allez encore avoir plus de fictifs dans votre système. Ça veut dire que chaque 2 ans ou bien chaque 6 mois, vous devez rentrer pour identifier les nouveaux fictifs. Et ça va toujours continuer comme ça. Jusqu'à ce que la technologie va vous aider à mettre fin à tout ça. La technologie va vous permettre de regarder d'abord tous les gens que vous avez maintenant dans votre staff. Et ça va vous permettre déjà d'enlever maintenant les gens qui sont doubles. Vous allez voir que les doubles, les gens qui sont dans le système déjà vont commencer à tomber.
Ça veut dire qu'ici, par exemple, je donne un exemple. En République démocratique du Congo, comme le ministre est en train de dire, il disait il y a quelque chose comme 340 000 enseignants, ce qui est déjà très bizarre. Comment en République démocratique du Congo, vous avez 3400 ou bien 340 000 enseignants? Bon, il n'a pas dit enseignants qualifiés, il a dit enseignants. Donc peut-être c'est normal, mais moi, pour moi, je trouve un peu que c'est un peu trop. Pour un pays qui est si pauvre, ou bien des pays, il y a un pays, vous regardez même les écoles où ces gens sont en train d'enseigner, vous demandez c'est quel enseignant vraiment qui est en train d'enseigner dans ces écoles. Mais disons que c'est vrai. Disons que vous avez 340 000 enseignants. Quand vous avez la technologie, vous mettez la technologie dans tout ça, vous êtes en train d'identifier les gens, vous allez voir que dans ce lot d'enseignants, une grande majorité va tomber. Ça veut dire que vous aurez un fichier qui sera plus propre. Vous allez arriver même peut-être à 200 000 enseignants seulement, comparé à 340 000. Parce que vous serez en mesure d'identifier qui sont les mauvais enseignants dans ce système, qui sont les fictifs dans ce système. Et une fois que vous avez déjà identifié les fictifs, ce sera difficile pour des nouveaux fictifs d'entrer, parce que vous avez la technologie. Pour entrer, vous devez avoir un badge. Pour entrer, vous devez avoir des fingerprints. Pour entrer, votre information ne doit pas matcher l'information de quelqu'un d'autre, parce que cette personne est déjà dans la base de données. La technologie, en fait, vous permet à mettre de l'ordre sur votre fichier. Et c'est là que moi, je vais commencer mon investissement en tant que chef de l'État. Parce que c'est ça la chose la plus importante. Savoir qui fait quoi et qui sont ces gens avec qui je suis en train de dealer, qui sont ces gens que je suis en train de payer. Au lieu de jeter l'argent, vous êtes en train de payer des gens qui sont à l'étranger et vous avez des gens dans votre propre pays qui meurent de faim. Donc ça, ce sera la priorité de priorité. Ma priorité, ce sera d'investir dans la technologie pour essayer d'identifier tout le monde et mettre fin aux fictifs. Et pour faire ce travail-là, vous devez avoir la bonne personne à la place qu'il faut. Et ça, maintenant, ça pointe maintenant au leadership. En principe, le leadership, ça vient de la tête et ça descend jusqu'en bas. L'assassination, c'est quand même un danger, mais je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je ne crois pas qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il est difficile d'imaginer qu'un Congolais pourra éliminer le président. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à imaginer. Et même quand vous regardez dans le historical data, on a déjà eu un président qui a été assassiné. Mais est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à qui profite le crime? Parce que si vous regardez ce qui s'est passé, Kabila, le père, quand il est venu avec les gens de l'AFDL. Il a fait ce qu'il a fait, tout. Il a chassé les autres qui sont venus, qui l'ont aidé à se mettre au pouvoir. Et c'est à partir de là qu'il a été assassiné. Mais maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'en République démocratique du Congo, les gens qui l'ont assassiné, ce sont les gens qui dirigent le pays? Moi, je ne crois pas que c'est la réponse. Donc, c'est pour ça que ça vous montre que l'assassinat, c'est pas vraiment une façon, c'est pas vraiment un risque c'est pas un danger qui est vraiment réel pour moi. Parce que même si vous assassinez un président, ça ne veut pas dire que vous aurez le pouvoir. Parce que quand vous assassinez un président, vous n'assassinez pas seulement un président dans le Congo. C'est un président qui appartient à un groupe ethnique. Vous devez maintenant vous demander qui sera le président après cette personne. Est-ce que vous n'allez pas rendre la situation plus pire ou bien la situation sera mieux que maintenant? C'est pour ça que vous voyez que même les étrangers, quand les gens sont en train de blâmer les étrangers, c'est eux qui sont ils sont les tireurs de ficelles, oui c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui sont des tireurs de ficelles, mais c'est difficile qu'un pays étranger, que ce soit le Rwanda, que ce soit d'autres pays, c'est difficile qu'un autre pays puisse dominer ou bien puisse dicter ce qu'un pays est en train de faire, sans que les fils de ce pays eux-mêmes puissent être involved dans la procédure. Parce que même les Américains n'ont pas pu le faire. Regardez ce qui s'est passé aux talibans ou bien en Afghanistan. Malgré que les Américains étaient là, ils ont pompé beaucoup d'argent dans ce conflit. Malgré ça, la décision d'un pays revient au peuple congolais. C'est le peuple qui va déterminer ce qui va se passer. Donc, il n'y a pas une influence extérieure, il
Il n'y a pas une influence internationale qui peut s'imposer sur le peuple congolais. C'est pour ça que ça me fait toujours rire quand les gens disent que, quand ils parlent de balkanisation, ils disent que oh, les Mindele là avaient dit ça, regardez le livre là que les Blancs avaient écrit, ils avaient dit qu'on va balkaniser le Congo. Et c'est ça que je vous dis. Écrire un livre et dire qu'on va balkaniser le Congo et balkaniser le Congo, c'est deux choses différentes. Parce que le livre, c'est seulement un souhait. Vous êtes en train de faire, c'est un souhait, vous êtes en train de chercher des stratégies. Mais le faire dans le concret, c'est différent. Comment vous allez le faire? Et c'est ça maintenant qui devient la chose la plus compliquée quand vous êtes en train de dealer avec un pays. Et il n'y a personne, il n'y a aucun pays étranger qui va venir en République démocratique du Congo et s'imposer en République démocratique du Congo. Ils vont commencer à mettre la pression sur les politiciens et c'est là que la personne qui est à la tête de votre pays devient maintenant importante. Parce que cette personne, c'est elle vraiment qui... Si cette personne connaît les enjeux, si cette personne connaît et est vraiment éduquée, cette personne a un parcours professionnel, cette personne saura comment s'imposer. Mais quand vous avez des gens à la tête du pays qui n'ont pas de vision, ça devient difficile pour eux de s'imposer. C'est pour ça que vous voyez que les étrangers et les autres les partenaires arrivent à les faire signer des contrats qu'ils ne veulent pas, parce qu'eux, ils sont là seulement pour un but spécifique. Nos leaders sont là pour s'enrichir. Ils ne sont pas là vraiment pour implémenter une vision pour le Congo. Mais le leader qui va pouvoir implémenter une vision pour le Congo, vous allez voir qu'il sera respecté par les autres pays. Et c'est comme ça qu'ils vont marcher de l'avant. Mais il n'y a pas vraiment... C'est difficile pour moi de dire qu'il y a un pays qui est en train de s'imposer en République démocratique du Congo. Parce que dans l'histoire du monde, ça ne se fait pas. Si vous regardez même, d'autres parlent peut-être de l'ingérence des États-Unis ou tout ça. Si vous regardez même dans l'histoire, il n'y a pas un pays vraiment où les États-Unis se sont ingérés comme au Vietnam. Mais regardez l'histoire du Vietnam. Il y avait les Américains, ils appuyaient vraiment tous les gens là du sud du Vietnam. C'était vraiment appuyé par les Américains. Mais ils ont toujours perdu, ils ont perdu la guerre. Vous avez perdu la guerre parce que le peuple du Vietnam, il voulait quelque chose d'autre. Donc la volonté de tous les Occidentaux et de tous ces grands pays se limite seulement à la volonté du peuple congolais. C'est quoi que le peuple congolais? Qu'est-ce que le peuple congolais veut? Qu'est-ce que votre leadership au peuple du Congo veut? Et vous allez voir que beaucoup de fois, même quand vous êtes en train de parler des gens du Congo, et vous dites, mais pourquoi vous n'intervenez pas au Congo? Pourquoi vous ne faites pas ça au Congo? Pourquoi vous ne faites pas ça au Congo? Et c'est parce que le peuple congolais ne veut pas de ça. Pourquoi ces gens ne sont pas en train de poursuivre d'autres autorités de votre pays? C'est parce que ces autorités sont protégées par le Congolais. Et la volonté d'un peuple, c'est ça qui est au-dessus de tout. Il n'y aura aucun pays dans ce monde aujourd'hui qui va venir et qui va s'imposer sur un autre pays. Ça ne va pas se faire. Quand le peuple va se relever, le peuple va prendre son indépendance. Vous pouvez être dans cette situation pendant 5 ans, 10 ans, peut-être 15 ans, peut-être même 20 ans. Il y a d'autres qui ont fait 30 ans, un siècle d'esclavage. Mais fin des fins, la population, les autochtones, ils vont se relever et ils vont chasser les gens qui sont en train de les occuper. Donc c'est pour ça que je ne crois pas vraiment qu'en République démocratique du Congo, il y a une force externe qui est spéciale. On a vu les Occidentaux soutenir Mobutu, mais on a vu aussi comment Mobutu a tourné la face vers eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Mobutu après? Il a fait 35 ans, 30 ans au pouvoir, personne ne s'est débarrassé de lui. Malgré toute leur puissance, toutes leurs armes, toutes ces histoires, personne ne l'a fait partir, ne l'a fait disparaître, jusqu'à quand il est mort de maladie. Donc ça, ce sont des histoires qui sont beaux à dire. Au Congo, les gens aiment beaucoup parler de ces choses. C'est un peu de la fiction. Mais quand vous regardez vraiment les faits, ce qui se fait sur le terrain, c'est vraiment une histoire. Ici, vous parlez vraiment d'un leadership. Si vous avez un leadership à la tête du pays qui est fort, un leadership qui a une vision, un leadership qui a étudié, un leadership qui connaît le business, votre pays sera respecté. Mais si vous avez un leadership des gens qui sont en train de jouir, ce sera difficile vraiment pour eux de s'imposer. Et c'est là que la population va souffrir parce que la population, vous aimez ses leaders,
Et ces leaders vont vous dire que c'est eux le problème, c'est pas nous. Quand en vérité, ce sont les leaders eux-mêmes qui sont le problème. Donc, comme je disais, l'assassination, c'est pas vraiment un grand problème. Même avec le président d'aujourd'hui, s'il n'est pas là, c'est qui aura le pouvoir? Vous allez vous dire peut-être que c'est Bahati qui aura le pouvoir. Et si Bahati est au pouvoir à la tête du Congo, vous croyez que ce sera mieux que maintenant? Et c'est qui va le faire? À qui va profiter le crime? Et comment vont réagir les gens? Parce que je vous ai dit que ce sont des tribus. Vous ne savez pas comment les Kassaïens vont réagir si leur président est assassiné. Donc, toutes ces histoires-là, ce sera un peu un plus grand conflit. Donc, c'est pour ça que dans mon analyse, je ne trouve pas vraiment que l'assassinat est un vrai danger pour le président. Peut-être c'est un danger, mais je ne vois pas ça être un vrai danger parce que la personne qui va planifier à le faire doit se dire vraiment que si cette personne n'est pas là, c'est moi qui aura le pouvoir. Et je ne vois pas quelqu'un qui peut dire maintenant avec garantie que si ce président ici n'est pas là, c'est moi qui aura le pouvoir. Parce que une fois qu'il n'est pas là, tout peut partir de partout. Maintenant, on va continuer, on va passer à la balkanisation. La balkanisation, ça peut être aussi un problème. On peut être balkanisé, mais comme je vous dis, ça, ce sont des histoires que les gens parlent seulement de ça. Concrètement, pour le faire, c'est quelque chose de différent. Donc, la balkanisation du Congo, c'est pas quelque chose qui va me faire peur. Ça, c'est quelque chose que les gens, comme au Congo, on aime beaucoup parler des histoires, on parle de ça. Mais c'est pas quelque chose qui me fait peur. Donc ici, pour moi, pour résoudre les problèmes du Congo, je vais me focaliser seulement sur 3 choses. Dans toute la liste que je vous ai donnée, moi, je vais me focaliser seulement sur 3 choses. Je vais me focaliser sur les fictifs, je vais me focaliser sur le tribalisme et je vais me focaliser maintenant sur la technologie. Et pour implémenter cette vision, il n'y a personne, je dois regarder, il n'y a personne. La seule personne qui est la plus importante dans tout ce plan ici, c'est la personne à la tête du pays, le président lui-même. C'est-à-dire que moi, dans ma vision, je dois mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. La personne qu'il faut à la place qu'il faut ne peut ne pas être une personne de ma province. Parce que c'est là le problème que beaucoup de présidents sont en train de faire. Vous avez des présidents qui se plaignent, ils disent que j'ai pas trouvé 15 personnes, j'ai pas trouvé 10 personnes. Le problème n'est pas... Le problème, c'est où vous êtes en train d'aller chercher. Parce que si vous cherchez au Congo et vous ne trouvez pas 10 personnes, vous devez regarder maintenant vers la diaspora. Est-ce que vous pouvez commencer à recruter des gens? Vous allez voir des pays comme les États-Unis, des pays comme la France, où vous avez des gens qui partent recruter à l'extérieur de leur pays. Vous allez voir des gens qui sont recrutés par la CIA ou bien par le FBI, et ce sont des envoyés spéciaux. Ils viennent, ils disent qu'on a vu ce que tu es en train de faire, la présidence a envie que tu viennes travailler avec eux. C'est ça le recrutement. Vous, en tant que président à la tête du pays, à la tête de la République démocratique du Congo, vous devez avoir des gens qui sont en train de scanner le monde. Vous allez devoir avoir des gens de confiance qui sont en train de regarder dans la diaspora. Qui sont les gens compétents que vous pouvez emmener au Congo et travailler avec ces gens pour essayer de changer les choses. Ça, c'est un travail que le leader fait. Vous ne devez pas engager les gens parce qu'ils sont de votre tribu. Vous ne devez pas engager les gens parce qu'ils étaient vos amis. Le casting ici que vous êtes en train de faire en tant que leader, en tant que président de la République, ça doit être un casting qui est basé sur des standards. Déjà dans les petits boulots, moi par exemple dans le boulot que j'ai dû faire 3 interviews pour être engagé. Le premier interview, j'ai fait avec une petite équipe, l'équipe avec qui je vais travailler directement. Le deuxième interview, j'ai fait un peu avec une petite grande équipe. L'interview était un peu plus technique. Et puis le troisième interview, j'ai fait l'interview avec le leadership. Ça veut dire le patron de mon patron. Et c'est là que j'ai été engagé à la fin. Donc c'est la même façon, c'est comme ça que vous êtes en train d'engager des gens dans vos boulots. Et si le président fait la même chose, vous aurez des gens maintenant qui auront votre vision, qui vont connaître maintenant ce que vous voulez. Et la sanction ici, vous êtes en train de sanctionner seulement la personne qui vient, la personne que vous avez engagée. Parce que vous n'avez pas besoin de sanctionner tous les autres. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent de l'IGF ça, l'IGF ça. Quand je vous dis que le président, peut-être, vous êtes tombé avec un bon pion, vous pouvez mettre Jules Alinguete là,
vous lui donnez tous les bénéfices qu'il peut avoir, vous le sanctionnez lui s'il fait quelque chose de mal, et si lui c'est ça, si lui il reconnaît ça, tout son service sera discipliné. Personne dans son service va faire des histoires bizarres. Et si vous faites ça dans tous les domaines, vous aurez des hommes d'État qui travaillent vraiment pour la République. Le problème est que quand vous ne sanctionnez pas, c'est là maintenant que tous les petits rois qui sont au Congo vont faire tout ce qu'ils veulent. Et quand vous laissez tous les petits rois faire ce qu'ils veulent, c'est là maintenant que vous vous plaignez maintenant à la fin et vous dites que Mboka est Koufi, ou bien le Mboka, on ne peut pas se développer. Mais comment vous ne pouvez pas vous développer, mais vous avez quand même assez d'argent pour faire d'autres choses. Vous avez assez d'argent pour renverser les partis politiques, vous avez assez d'argent pour balancer des majorités, mais vous n'avez pas assez d'argent pour développer le pays. Et vous dites que Mboka est Koufi. Et ça, c'est un problème de vision. C'est un problème de leadership au top du pays. Quand vous avez quelqu'un au top du pays qui a la vision, qui a le leadership, c'est cette vision-là qui va passer partout dans la société. Et je crois franchement que si on a un président, le jour qu'on aura un président avec une vision, un président qui a fait des études, qui a une expérience, je crois que les choses vont changer en République démocratique du Congo. Il y aura beaucoup de changements en République démocratique du Congo. Jusque-là, on n'a pas encore eu ce type de leadership. Et je crois que c'est ça qui cause encore des problèmes dans notre pays. Parce que même quand vous voyez, par exemple, si vous étudiez ce régime ici, quand le président déjà vous dit qu'il ne connaît pas son salaire, ça donne déjà une mauvaise image à tout ce qui se fait dans le pays. Donc il y a des histoires que le président peut-être a dit avec faiblesse, mais il n'a pas raisonné vraiment pour voir l'impact de ses actions dans le moral de la population. Et quand vous dites à un peuple que vous ne connaissez pas votre salaire, mais le peuple peut clairement voir que vous vivez une bonne vie. Donc c'est une mauvaise image qui passe vraiment vers la population. Quand vous êtes en train de parler des rétrocommissions et vous dites que ce sont des pratiques qui sont quand même normales, ça devient maintenant quelque chose qui est acceptable dans la société et tous les petits rois là, ils vont se servir de ça. Donc le leadership à la tête, quand vous savez que vous allez sanctionner quelqu'un, c'est un peu ce leadership là qui va descendre et c'est comme ça qu'il va se répliquer partout dans vos institutions. Et ça commence quand vous êtes en train de placer la bonne personne à la place qu'il faut. Et ça, c'est un problème vraiment de casting. Donc, quand vous regardez le problème du Congo, comment le Congo va se développer? Le Congo va se développer avec un bon leader et avec le bon casting.